Je pense que nous allons commencer. Bonjour. Alors, je m'excuse d'avance si j'espère que je ne vais pas trop tousser. Je suis un petit peu malade, donc je vais essayer d'aller doucement. D'ailleurs, je vais commencer en faisant un petit rappel. J'ai réalisé que la semaine dernière, c'était assez dense et un peu rapide parce que j'avais aussi un séminaire à la suite du cours. Aujourd'hui, il n'y a pas de séminaire à la suite du cours, donc je peux prendre mon temps pour essayer de bien expliquer les choses, revenir un peu sur certains points de la semaine dernière. Mais je voulais commencer encore une fois. Je sais que je reviens souvent sur ce point, mais il me semble important d'insister sur le fait que le sujet que je traite, l'épigénétique, est surtout se focalise surtout autour des questions de comment, au cours du développement et dans les cellules somatiques, nous arrivons à voir de l'expression des gènes de manière stable, mais différentielle. Donc, comme je l'ai dit souvent, à partir d'un génome, nous avons plusieurs épigénomes. Vous ne voyez pas le E, mais il y a un E là, et pas d'épigénome. Et donc, c'est-à-dire que toutes les cellules de notre corps ont le même génome, mais différentes gènes qui sont exprimés et différents états de la chromatine. Et donc, le démarrage de tout ça, c'est avec des facteurs qu'on appelle des facteurs de transcription, qui sont des protéines qui s'associent de manière spécifique à l'ADN, qui reconnaissent des séquences spécifiquement dans le génome. Et ces facteurs de transcription sont altérés par des signaux de position ou internes à la cellule au cours du développement. Donc il y a des voies de signalisation, on appelle ça, qui vont faire que certains facteurs peuvent agir, d'autres pas. Mais en tout cas, quand ils agissent, ils s'installent à côté du promoteur d'un gène et ils peuvent recruter la machinerie de transcription. Donc, ils peuvent démarrer l'expression du gène en produisant l'ARN et l'ARN qui va être traduit en protéines. Et donc, c'est les différentes batteries de gènes qui sont exprimées tôt au cours du développement qui vont établir l'identité cellulaire, qui vont petit à petit différencier les cellules. Et donc, mais l'histoire ne se termine là, parce qu'en fait, ne se termine pas là, parce qu'en fait, ces décisions qui sont prises au cours du développement, et même certaines qui doivent être prises plus tard chez l'adulte, ces décisions doivent être figées d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où nous parlons de barrières épigénétiques. Donc il y a des changements qui font que l'activité d'un gène ou l'inactivité d'un gène ne peut pas varier de manière totalement aléatoire. Il y a des verrouillages qui font que certains gènes ne sont pas du tout exprimés ou quasiment jamais exprimés dans certains types cellulaires et d'autres vont continuer à être exprimés. Et donc c'est ici, c'est autour de cette question de barrière épigénétique que la chromatine, qui est le sujet de mes cours cette année, semble être très importante parce que les changements au niveau des protéines qui sont associées à l'ADN et aussi les modifications de l'ADN comme la méthylation semblent représenter ces barrières qui empêchent un changement abrupt ou aberrant d'expression génique. Mais on peut avoir des changements même chez l'adulte d'activité d'expression des gènes. Et donc on peut changer nos épigénomes. Il y a des cellules qui peuvent donc perdre une certaine partie de leur mémoire ou peuvent la changer. Donc dans certains cas, c'est fait de manière programmée. Et je vais vous montrer un exemple de ça aujourd'hui chez les plantes où l'environnement, le froid, a un impact sur la manière que certaines plantes vont se comporter au niveau de leur floraison. Et ça peut aussi avoir un impact, par exemple, dans le développement de certains insectes comme les abeilles. Et puis, chez nous, chez les mammifères, bien sûr, on peut aussi avoir un impact sur la manière que notre génome est exprimé, sur la manière que la chromatine est ouverte ou fermée. Et cet impact peut avoir des conséquences plus ou moins long terme.
donc voilà, pour résumer de manière encore plus succincte, à partir d'un génome où l'ADN est l'information qui est toujours là et qui ne change pas sauf mutation dans la plupart des cellules, nous avons cette information organisée en forme de chromatine avec l'unité de la chromatine qui est le nucléosome que je vous ai décrit en grand détail lors du premier cours. Cette chromatine, elle peut porter de l'information, elle peut caractériser un certain état, elle peut aussi porter de l'information. D'où ce nom épigénome, parce que différentes cellules ont différents états de leur chromatine. Donc, les états de la chromatine peuvent varier au cours du développement, comme je l'ai dit. Donc, on peut passer des états relativement ouverts et accessibles à des états plus fermés, ce qu'on appelle l'hétérochromatine, où l'information de l'ADN est cachée en quelque sorte et moins accessible à des facteurs. Et puis d'autres endroits du génome qui sont donc ouvertes, l'euchromatine, où là, l'ADN est plus accessible et donc la transcription et l'expression des gènes peut avoir lieu. Alors la semaine dernière, on a vu que même dans l'hétérochromatine, qui est fermée, on peut quand même avoir une expression même transitoire à certains stades du cycle cellulaire. Mais globalement, on imagine qu'effectivement, les régions hétérochromatiques sont peu ou pas exprimées. Alors la question qui se pose avec mes cours cette année, c'est à quel point est-ce que ces changements qui sont liés à la chromatine sont réellement porteuses de mémoire? À quel point la chromatine en fait, représente les changements épigénétiques qui figent un état et qui permettent une héritabilité d'un état d'activité transcriptionnelle. Et donc, juste pour résumer le cours de la semaine dernière, parce que comme je l'ai dit, je pense qu'il était assez dense, j'ai couvert le sujet de l'héritabilité au cours des divisions cellulaires de certains types de marques, en particulier des marques liées à l'hétérochromatine constitutive. Et j'ai parlé de la méthylation de l'ADN. Et là, l'histoire est relativement simple et bien comprise, parce que pour copier un état méthylé de l'ADN, les mécanismes, les machineries sont bien connus maintenant, et nous savons qu'effectivement, lors de la réplication de l'ADN, quand l'ADN est copié au cours du cycle cellulaire, au cours de la phase S, on appelle ça, l'ADN nouvellement synthétisé, qui n'est pas méthylé, qui ne porte pas la méthylation de la cytosine, peut être copié parce qu'il y a une machinerie qui reconnaît cet état hémiméthylé et qui va rajouter la méthylation sur l'autre brin. Donc c'est très simple pour la méthylation de l'ADN d'expliquer comment on peut effectivement propager un état épigénétique. Par contre, pour la chromatine et surtout les histones et les nucléosomes, la situation est plus difficile. Donc les histones qui peuvent être présents en différentes variants, en forme de différents variants, et qui peuvent porter différentes modifications, qui peuvent être lues par certains facteurs, associées avec certains facteurs. Alors, au cours de la réplication de l'ADN, ici je vous montre la fourche de réplication. Les nucléosomes, les histones qui étaient présents dans les nucléosomes parentaux sont distribués de manière aléatoire dans la nouvelle chromatine naissante. Et donc, cette distribution aléatoire et la dilution, parce qu'il faut rajouter maintenant des nouveaux histones pour dupliquer la chromatine, fait que ce système de duplication est moins fiable. Donc on ne peut pas aussi fidèlement répliquer un état de la chromatine qu'un état de la méthylation de l'ADN. Parce que, effectivement, l'information parentale, l'information de la chromatine à l'origine est distribuée de manière aléatoire et pas totalement à 100%. Et donc là, j'ai expliqué assez longuement qu'il y a donc la machinerie de réplication de l'ADN, qu'on peut appeler le réplisome, qui porte plusieurs facteurs et qui est là pour bien répliquer l'ADN et le génome. Il y a des facteurs là qui jouent un rôle d'échafaudage, on va dire, pour permettre que la chromatine est néanmoins répliquée correctement,
qu'il y a les histones qui viennent des nucléosomes parentaux sont quand même réutilisés jusqu'à un certain point, et il y a des chaperones qui permettent ce passage des histones aux deux nouveaux bras qui sont synthétisés, et qui assure aussi que l'arrivée des nouveaux histones soit bien intégrée dans ce processus. Et j'ai aussi montré qu'il y a des facteurs comme URHF1 qui sont des facteurs assez clés qui s'associent avec la protéine PCNA et qui sont responsables, par exemple, pour aider le ciblage des enzymes de méthylation et qui va donc reconnaître cet état hémiméthylé de l'ADN, mais qui peuvent aussi cibler des facteurs qui sont associés à la chromatine et aux modifications des histones. Donc certains facteurs peuvent être associés avec le réplisome et donc peuvent permettre une propagation d'informations épigénétiques. Mais c'est justement une histoire qui est toujours en cours et assez complexe parce que nous ne sommes pas absolument certaines de la fidélité de ce type de système de réplication. Donc en fait, pour assurer qu'il y a quand même une certaine fidélité, je vous avais parlé de systèmes qui ont évolué pour maintenir des états au niveau de la chromatine, au niveau des histones modifiées en particulier. Et le système que j'ai décrit de manière assez détaillée, c'est le système de H3K9 triméthylé qui s'associe avec une protéine, la hétérochromatine protein 1. Et cette protéine-là se retrouve dans l'hétérochromatine constitutive, en fait. Et donc, là, on a assez bien compris qu'effectivement, une modification qui est déposée par une enzyme, une histone méthyltransférase, qui va déposer une méthylation au niveau de la chromatine, au niveau d'une des acides aminés de queue de l'histone H3, cette modification qui est déposée par cette protéine peut être lue par un partenaire qui est cette protéine HP1. Et donc, cette lecture par le partenaire permet la méthyltransférase de déposer à côté, sur le nucléosome d'à côté, cette modification encore. Et donc, ainsi, on peut avoir une propagation de cet état, même si, au moment de la réplication, par exemple, on dilue les modifications parce qu'on dilue les histones qui arrivent sur la chromatine nouvellement synthétisée, mais on peut modifier cette chromatine de manière relativement fidèle grâce à ce type de système de maintien des marques épigénétiques. Et donc, ici, ce que j'ai voulu un peu souligner, c'est que ces modifications au niveau de la chromatine qui sont ramenées grâce à ce type de couple de lecteurs et d'écrivains de la chromatine doivent exister dans des domaines pour être bien propagés. Donc, j'ai illustré à la fin de mon topo un exemple dans les cellules de mammifères où on a forcé le ciblage de cette protéine à un endroit du génome et on a montré qu'effectivement, si on force HP1 à un endroit du génome, on peut propager cette modification d'H3K9 sur une région de plusieurs kilobases, plusieurs centaines, plusieurs milliers de nucléotides déviant modifiés. Et dans cette étude, ils ont montré qu'effectivement, cet état peut devenir stable au cours des divisions cellulaires, mais que quand la région est suffisamment large. Et donc, après, on a eu le séminaire de Robin Olshier qui a montré avec un système assez semblable que chez la levure, on peut aussi faire ce type de système de ciblage. Et ce qu'il a montré, c'est que néanmoins, même si on arrive à recruter ces modifications, elles ne sont pas stables dans le système qu'il a montré. Ces modifications ne sont pas stables au cours des divisions cellulaires. Et la raison pour laquelle elles ne sont pas stables, c'est parce qu'il y a une enzyme qui va enlever la modification de manière systématique à chaque cycle. Et on pense qu'effectivement, il faut ce type de déméthylase qui va enlever la méthylation qui a été apportée de manière, on va dire, ciblée
éventuellement aberrantes. On peut, à d'autres régions du génome que dans les régions péricentriques, c'était la région qui d'habitude porte ce type de modification. Et on pense qu'il faut donc des déméthylases un peu pour faire le ménage, pour empêcher qu'il y ait une propagation de ce type de marque de manière aberrante. Mais quand il a enlevé cette déméthylase dans un mutant, ce qui vous a montré que c'est là que ça devient très stable. C'est-à-dire, une fois qu'on met en place, on cible la méthylation H3K9-triméthyle, et on a ce type de couplage entre l'enzyme et le lecteur de la modification, là, on peut avoir un maintien très stable au cours des divisions cellulaires. Et là aussi, il a montré qu'effectivement, il s'agit des régions assez grandes. Il ne s'agit pas juste d'un nucléosome, mais de toute une région qui est modifiée afin que cette stabilité soit là, en absence de la déméthylase qui est là pour effacer cette marque. Alors, dans les cellules de mammifères, dans le premier système que moi je vous ai montré, là, clairement, il n'y a pas de déméthylase qui enlève cette marque, en tout cas pas dans les cellules somatiques. Par contre, dans les cellules embryonnaires, il y a peut-être une activité qui enlève cette modification de manière systématique. Et le seul moyen de figer, je dirais, l'état est en fait en ramenant une autre modification qui est la méthylation de l'ADN, qui, une fois présent, reste relativement stable. Donc, dans les cellules souches embryonnaires, ce système semblait assez instable, sauf quand la méthylation de l'ADN pouvait prendre le relais. Par contre, dans les cellules somatiques, ce système, une fois mis en place, semblait pouvoir se propager même en absence de la méthylation de l'ADN. Et donc, j'ai aussi mentionné le fait que donc, la chromatine n'est pas seule à aider ou permettre la propagation de ces états. Il y a d'autres phénomènes qui doivent aussi jouer un rôle. Le moment de réplication au cours de la phase S semble être important, et je vais revenir sur ça plus tard. Et aussi, la position de la chromatine dans le noyau semble aussi être important pour permettre de figer cette mémoire. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler donc d'un autre système de mémoire cellulaire qui comprend les groupes de protéines polycom et trithorax. Vous allez voir qu'il y a des parallèles avec ce que j'ai présenté la semaine dernière, avec le système H3K9 triméthylé HP1, qui est donc caractéristique de cette hétérochromatine constitutive qui semble être présente de manière assez stable à long terme. Par contre, dans le cas de polycométrie thorax, vous allez voir que là, il s'agit d'une mémoire qu'on peut appeler facultative, parce qu'en fait, il s'agit là de la mémoire d'expression de certains gènes au cours du développement et du maintien de l'identité cellulaire. Donc vraiment un lien avec ce que je vous ai montré dans la toute première diapo, où effectivement, comme j'ai dit, il y a des choix faits dans l'expression génique et ensuite ces choix peuvent être figés au cours du développement et dans les cellules somatiques. Donc pour vous décrire polycométrie thorax, je dois commencer un tout petit peu avec les études qui ont précédé leur découverte. Et donc c'était des études tout d'abord par le généticien Ed Lewis, qui, en travaillant sur la mouche drosophile, la mouche de vinaigre, et en faisant des analyses sur des mutants divers et variés qu'il trouvait, a remarqué qu'il y avait des mutants qu'il appelait homéotiques, où il y avait une partie du corps qui était transformée en autre partie, comme si le programme effectivement d'expression génique était bousculé, mais pas de manière totalement aléatoire, aberrante. Par exemple, ici, vous voyez une mouche qui, au lieu d'avoir ces deux ailes-là, a donc une autre paire d'ailes plus loin dans son abdomen. Et peut-être l'exemple le plus dramatique qu'on voit souvent pour illustrer ça, c'est donc un autre mutant Antennapedia, où en fait, dans ce mutant, au lieu d'avoir des yeux, en fait, des antennes, en fait, il y a des pieds, enfin des pieds qui sortent des antennes dans cette mouche. Donc on a des monstres qui sont créés par des mutants dans des gènes. Et donc, en fait, la découverte de ces gènes est arrivée, enfin, la caractérisation des gènes qui étaient responsables est arrivée plus tard par les groupes de Walter Gehring et Kaufman aussi, en parallèle, qui ont découvert qu'effectivement, ces gènes qu'on appelait des gènes OX
qui venait donc de ces transformations homéotiques. En grec, homéotique, ça veut dire comme. Donc en fait, c'est le fait qu'il y a une duplication d'une partie du corps ailleurs, donc comme si c'était une autre partie du corps. Et donc ces gènes homéotiques, les gènes OX, ont été étudiés, clonés, moléculairement caractérisés. Et il a été découvert qu'il s'agit là des facteurs de transcription, ces fameux facteurs qui peuvent aller s'associer, cibler, trouver l'ADN de manière très spécifique. Et ces facteurs de transcription avaient la particularité d'être responsables donc du bon déroulement de l'expression d'autres gènes, donc d'activer ou de réprimer certains gènes de manière très spécifique au cours du développement, pour que le plan du développement, le plan du corps, de l'embryon soit correctement mis en place. Et pour comprendre ceci, il faut aussi comprendre qu'au cours du développement, ici il s'agit de la mouche, le développement de la mouche, en fait, il y a eu la découverte et le prix Nobel qui a été attribué à Christine Nussbaum-Wohlheit, Eric Wischhaus et aussi Ed Lewis pour ces découvertes qui ont compris, on va dire, le programme génétique du développement précoce de la drosophile. Donc, ils ont identifié effectivement différents types de facteurs qui sont présents déjà dans l'œuf fécondé. Donc, on appelle ça des facteurs de transcription maternelle qui sont déposés déjà dans l'œuf, qui sont présents, mais qui ne sont pas distribués de manière homogène, donc qui forment des gradients. Et en fait, il y a une cascade d'organisation de ces facteurs qui permet d'exprimer certains gènes à différents moments du développement très précoce. Donc, il y a les effets des gènes maternels, il y a les gap genes qui vont définir certaines régions très larges de l'embryon. Ensuite, il y a un raffinement de ces régions par les gènes qui s'appellent pair rule. Il y a les gènes de polarité des segments qui se mettent en place ensuite. Et donc tout ça se passe très tôt au cours du développement et même avant que les cellules soient, on va dire, séparées. Donc les noyaux sont toujours tous exposés à ces facteurs jusqu'à un certain moment. Et puis, à ce moment un peu plus tardif, il y a les gènes OX qui, eux, commencent à être exprimés de manière très précise et qui, eux, sont importants pour justement l'identité de différentes parties de l'embryon. Et ce qui est assez magique avec ce système, c'est qu'il a été compris qu'en fait, ces gènes OX qui sont exprimés de manière très spécifique dans différents segments de l'embryon précoce, en fait, correspondent à un ordre dans le génome, c'est-à-dire les gènes sont ordonnés de manière très précise dans le génome, et cet ordre semble correspondre à leur ordre d'expression et de l'identité des différents segments. Et donc, en fait, il faut une expression précise de ces gènes dans différentes parties de l'embryon pour que les différents organes soient mis en place correctement, dans le bon ordre et avec le bon déroulement dans le temps. Donc, c'était la découverte des gènes homéotiques et la compréhension de cette mise en place du plan développemental par les facteurs de transcription qui était aussi la base de la découverte de la mémoire de cette information spatio-temporelle. Donc, en fait, il faut que cette information qui est mise en place soit bien mémorisée et que l'expression aberrante des gènes homéotiques conduit donc à ces transformations dramatiques que je vous avais montrées, par exemple des séries d'ailes là où il ne faut pas, ou le positionnement de pattes dans la tête, etc. Et donc en fait, c'était Ed Lewis qui avait remarqué que parmi ces mutants de transformation homéotique, il y avait aussi des mutants qui n'affectaient pas les gènes homéotiques eux-mêmes, c'est-à-dire pas les protéines, pas le produit du gène, mais qui affectait le moment où le gène est exprimé. Donc en fait, ces gènes étaient dérégulés dans leur expression, ces gènes homéotiques. Et par exemple, ici, je vous montre un des cas où il a montré que, donc ici, il s'agit des petites, on appelle ça les sex cones, c'est des petits appendages qui sont présents que sur les premières pattes de la drosophile d'habitude. Et dans certains mutants, il a trouvé qu'ils étaient présents aussi sur les autres pattes, donc présents de manière aberrante.
Et il a réalisé qu'effectivement, là, il s'agissait d'une expression aberrante de certains gènes, mais par contre que les gènes eux-mêmes n'étaient pas affectés. Donc c'était des travaux de Ed Lewis et puis d'autres qui ont effectivement identifié certains mutants qui affectaient l'expression des gènes homéotiques. Et ces mutants, on les appelait les mutants polycomes, extra sexcomes, parce que ici effectivement c'est des sexcomes supplémentaires. Polycomes parce qu'il y a plusieurs de ces petits appendages qui sont comme, je ne sais pas comment on dit ça, peignes, voilà, merci beaucoup, comme des peignes. Et donc, en fait, il a réalisé que ces mutants qu'il a découverts affectaient l'expression, le moment d'expression de ces gènes. Et donc, ici, je vous montre un autre exemple. Vous voyez ici, c'est un autre mutant sous 12, on appelle ça, où là, on voit qu'il y a, à la place des antennes, on a des pattes. Les sexcomes, comme je l'ai montré, ne sont pas présents que sur les premières pattes, mais sur toutes les pattes, et que les ailes sont transformées aussi en autres organes. Donc il y a une transformation dramatique d'identité cellulaire et de l'organisation du plan de la mouche qui a lieu avec ce type de mutants. Et donc ces mutants qui ont été identifiés grâce à ce type d'observation, certains de ces mutants sont aussi des suppresseurs et des enhancers du système que j'ai décrit la semaine dernière, la semaine d'avant, le Position Effect Variegation, où là il s'agit de l'étalement de l'hétérochromatique dans certaines régions de manière aberrante et l'apparence de phénotype clonal au sein d'un individu qui n'est pas présent dans toutes les cellules, mais qui est présent dans certaines. Donc c'était les mêmes types de facteurs dans certains cas qui semblent être affectés. Donc de quoi il s'agit? Et donc, quand on regarde de manière plus spécifique, et ici on regarde l'expression des gènes en utilisant une technique d'in situ, on voit l'ARN de gènes, on voyait que dans des mutants polycomes, on voyait une expression aberrante de certains gènes homéotiques. Donc ici, c'est une larve sauvage, où vous voyez il y a une expression que dans certains segments de l'embryon. Par contre, dans le mutant, ce mutant polycome, on voit qu'il y a une expression dans tous les segments qui s'étalent. Donc ces mutants, on les appelait polycomes et ils étaient capables, donc, quand ils n'étaient pas présents, de déréprimer l'expression de ces gènes, donner une expression aberrante dans certains endroits de l'embryon. Et il y avait aussi des mutants qu'on appelait trithorax, et je vais vous montrer ça dans un instant. Donc ici, je vous montre qu'effectivement, le polycome est responsable de la répression de certains gènes dans certains segments de l'embryon. Et par contre, il y avait une autre classe de mutants qu'on appelait trithorax et qui, eux, étaient capables de réprimer les mutants polycomes. Donc, quand on voit, là c'est une mouche sauvage, on voit donc les sexcomes qui sont présents que sur les premières pattes. Dans le mutant polycome, comme je l'ai dit, présent sur toutes les pattes. Par contre, dans le double mutant polycome et trithorax, là, on revient au normal. Donc, c'est comme ça que les mutants trithorax ont été identifiés. Et en fait, il a été réalisé assez rapidement que ces mutants en fait, étaient importants pour maintenir l'activité des gènes. Donc, les mutants polycomes étaient là pour maintenir un état réprimé. Et les mutants trithorax étaient importants pour maintenir un état exprimé des gènes. Et que ces deux facteurs, ces deux classes de gènes, semblaient être antagonistiques, c'est-à-dire pouvaient, en présence de double mutants, se égaliser dans certains cas. Donc, voilà, l'idée était qu'il y a polycome et trithorax qui sont là pour bien maintenir les décisions qui sont prises au cours du développement, soit de maintenir un état réprimé dans certains endroits, soit de maintenir un état activé dans d'autres endroits de l'embryon, et donc assurer le bon développement et la bonne identité cellulaire dans la mouche qui devient adulte. Et donc, et là, je vous fais un résumé un peu de la manière que les gens ont commencé à imaginer. Et les études biochimiques qui ont suivi ont permis d'aller vraiment décortiquer ces complexes que je vais vous décrire plus en détail dans un instant.
Mais la manière dont les scientifiques ont commencé à imaginer la situation, c'est qu'effectivement, au cours du développement précoce, il y a ces facteurs de transcription maternelle, les gap genes, pattern genes, etc., qui sont là et qui activent ou répriment des gènes dans différentes parties de l'embryon, et qu'il faut donc des facteurs qui sont trithorax pour maintenir des états activés au cours des divisions cellulaires, et il faut des facteurs polycom pour maintenir un état réprimé au cours des divisions cellulaires. Et donc ces complexes polycom et trithorax ont été identifiés comme étant importants probablement pour le maintien de l'identité cellulaire, pour la formation de l'hétérochromatine facultative dans le cas de polycom, et aussi, et ça surtout dans les systèmes des mammifères et d'autres organismes, pour les cellules souches adultes et la plasticité des décisions qui sont prises au cours du développement. Donc, un point qui est important, c'est plus facile grâce à la génétique chez la drosophile. Nous savons beaucoup plus maintenant sur l'hiérarchie de ces différents acteurs, polycom et trithorax, et l'obligation de les avoir. Et donc nous savons par exemple que chez la drosophile, plusieurs de ces facteurs sont importants tout au long du développement pour bien maintenir l'activité génique correcte. Donc il ne s'agit pas comme les facteurs de transcription qui peuvent arriver et partir à un moment du développement, qui peuvent venir activer un gène et pas forcément être présents plus tard. Dans les cas de trithorax et polycom, en tout cas chez la drosophile, il semblerait qu'effectivement il faut ces protéines tout au long de la vie pour maintenir les états correctement. Et donc, nous savons aussi, comme je vous l'ai montré, que quand on perturbe leur expression, on arrive à avoir des transformations méiotiques. Vous allez voir la semaine prochaine, je vais vous parler des perturbations qu'on peut avoir aussi dans la lignée germinale, qui peut avoir un impact aussi, dans certains cas, à la descendance qui suit. Et on sait aussi maintenant que la perturbation de ces facteurs est impliquée dans des problèmes de cellules souches, de la manière que les cellules souches peuvent maintenir un état, on va dire, cellules souches et donner lieu à des cellules progénitrices et des cellules adultes, et aussi dans le cancer. Et d'ailleurs, chez l'humain, une des premiers types de leucémie qui était bien identifiée de façon génétique était due à une translocation entre des facteurs trithorax et une autre protéine qui faisait qu'effectivement ce type d'activité de maintien d'un état actif pouvait être propagé de manière aberrante dans certains types de tumeurs. Et de plus en plus, nous réalisons qu'effectivement, la dérégulation de ce type de facteur peut conduire à une dérégulation de la division cellulaire et peut participer dans la progression du cancer. Donc, à la suite des études chez la drosophile, très vite, les généticiens chez les plantes, chez les mammifères, chez la souris, ont découvert qu'effectivement, non seulement les gènes homéotiques sont très conservés pour les plans de l'embryon, donc ici je vous montre un squelette de la souris où, comme chez la drosophile, l'ordre des gènes OX est importante justement pour le bon déroulement du développement et l'ordre des vertébrés, etc., au cours de l'embryogenèse chez les mammifères. Et aussi chez les plantes, nous savons que polycom et trithorax sont des acteurs essentiels pour le maintien des états d'expression qui sont mis en place au cours du développement. Donc, les mutants qui ont été identifiés chez la drosophile ont trouvé des parallèles dans d'autres organismes et donc je vais vous décrire un petit peu ce type d'autres modèles dans un instant. Alors, pour revenir sur les protéines elles-mêmes, de quoi il s'agit. Donc, chez la drosophile, au départ, les mutants qui ont été caractérisés ont été donc identifiés et les homologues chez l'humain ou chez la souris ou dans d'autres systèmes ont été aussi clonés, identifiés. Et là, il y a eu plusieurs années de travail biochimique et génétique qui ont essayé de comprendre la nature de ces facteurs.
Et assez rapidement, il a été réalisé qu'effectivement, ces complexes sont très étroitement associés à la chromatine. Et plusieurs de ces complexes, donc il y a au moins 2 complexes polycom, Polycomb Repressive Complex 2 et Polycomb Repressive Complex 1, et vous allez voir qu'il y a plusieurs sous-complexes ou différents types de complexes qui sont plus ou moins associés avec différents facteurs. Et puis, il y a plusieurs complexes trithorax aussi. Et dans tous les cas, ils sont associés avec des enzymes qui peuvent modifier la chromatine, qui peuvent rajouter des modifications. Donc, dans le cas de Polycomb, PERC2 est associé avec une enzyme EZH2 qui peut modifier l'histone H3K27 pour la triméthylée. Et nous savons qu'effectivement, les mutants en EZH2 et en d'autres facteurs de PERC2 ont un impact aussi sur la régulation des gènes homéotiques, mais aussi d'autres gènes. L'autre complexe, PERC1, lui contient des activités enzymatiques qui peuvent ubiquitiner la lysine 119 de l'histone H2A. Donc là, voilà 2 complexes qui ont 2 activités différentes au niveau de la chromatine. Et puis, au niveau de trithorax, il y a des enzymes qui, elles, sont capables d'aller modifier l'histone H3K4 triméthylée et K36 diméthylée. Et ces 2 marques-là sont connues pour être associées à des gènes actifs du génome. Donc, les régions actives du génome sont très souvent associées avec ces modifications. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière et la semaine d'avant, c'est pas parce qu'on a ces modifications que ça veut dire qu'elles sont importantes pour la régulation des gènes, mais nous pensons qu'effectivement, dans le cas de Polycomb, ces modifications jouent un rôle parce que nous savons qu'effectivement, des mutations dans la lysine 27 peut modifier la manière que les gènes sont exprimés au cours du développement et aussi dans le cancer. Et donc, nous savons que dans certains cas, les modifications des histones peuvent être importantes parce qu'elles se lient avec d'autres protéines et peuvent participer à ce type de propagation, comme je l'ai décrit pour H3K9 triméthyle avec HP1. On peut aussi imaginer qu'effectivement, il y a des systèmes semblables qui sont associés avec H3K27, et je vais vous en parler de liens entre PRC2 et PRC1, justement grâce aux modifications qu'elles déposent. Mais mis à part ça, ces protéines ont d'autres rôles aussi. Et on est encore en train d'essayer de comprendre comment réellement elles agissent, et je vais venir sur ça dans un instant. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que les complexes trithorax qui sont associés avec l'activité génique et le maintien des états actifs, les complexes trithorax sont très souvent associés avec des remodeleurs, les activités de remodelage de la chromatine qui peuvent ouvrir la chromatine, comme je l'ai décrit au premier coup, et qui sont importants justement pour libérer et exposer, on va dire, l'ADN pour que la transcription se passe comme il faut, et aussi que certains facteurs qui ciblent très spécifiquement l'ADN peuvent venir s'associer. Donc on pense qu'effectivement, les facteurs trithorax sont là pour essayer d'ouvrir la chromatine et faciliter la transcription et le maintien de cette transcription tout au long des cycles cellulaires, tandis que les complexes Polycomb sont là pour fermer la chromatine, la rendre relativement inaccessible de façon stable au cours des divisions cellulaires. Alors là, c'est une diapo très dense. Je ne vous demande pas de regarder tout ça en détail, mais pour ceux qui sont très intéressés, c'est un résumé des mutants chez la souris. Et ce n'est pas tout, c'est juste une partie de ce qui est connu, mais juste pour vous montrer que, comme chez la drosophile, les mutants dans les différents acteurs PRC2, PRC1 et trithorax ont des phénotypes, mais la complexité de la situation chez les mammifères, où évidemment l'organogénèse et la durée de vie, etc., est un peu plus complexe, fait que, surtout pour les complexes, pour les protéines PRC1, il y a plusieurs protéines, donc il y a eu des duplications au cours de l'évolution qui font qu'il y a plusieurs protéines qui peuvent jouer à peu près le même rôle. Mais néanmoins, quand on les délète, on voit dans la plupart des cas qu'effectivement il y a une létalité, en tout cas pour les protéines du complexe PRC2, il y a une létalité très précoce, donc ces protéines semblent être très importantes. Et pour les protéines du complexe PRC1, on voit de manière semblable à ce qu'on voyait chez la drosophile des transformations méiotiques, donc de l'information spatiale qui est perturbée
Et dans certains cas, comme les knockouts doubles de l'ubiquitine ligase qui est important pour H2A, que j'ai mentionné tout à l'heure, on sait qu'il y a une létalité très précoce. Donc ces complexes semblent très importants effectivement pour le développement précoce. Et au niveau du trithorax, c'est encore plus riche, on va dire. Il y a beaucoup de facteurs et qui sont exprimés de manière parfois très précise au cours du développement. Donc peut-être contrairement à ce qui se passe chez la drosophile, où pour certains facteurs, on sait qu'ils doivent être présents tout au long du développement, dans le cas des mammifères, nous pensons qu'il y a des facteurs qui sont présents pendant certaines périodes ou dans certains tissus, qui sont là pour maintenir des états, mais il y a d'autres complexes qui peuvent prendre le relais dans d'autres situations. Ce qui rend la génétique compliquée, parce que ça veut dire que si on délète un facteur, on ne peut pas forcément voir toutes les conséquences qu'il a sur le maintien d'un état. Mais la semaine prochaine, je vais vous parler un peu de certains facteurs trithorax qui sont importants très tôt au cours du développement ou après, à certains moments très précis, c'est-à-dire quand on fait la délétion d'un facteur à un moment du développement, on ne voit pas le même phénotype que quand on le fait un peu plus tard. Donc c'est très intéressant de voir un peu comment cette, on va dire, chorégraphie de ces facteurs de maintien se déroule et qui se rajoute sur la chorégraphie précoce des facteurs de transcription qui mettent en place les programmes d'expression génique. Alors ici, je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais simplement pour vous montrer que quand on prend des cellules souches embryonnaires qui sont un modèle de cellules pluripotentes chez les mammifères et qui peuvent être différenciées de manière induite vers différentes voies, les marques de la chromatine qui sont associées avec polycombe ou trithorax ont été définies grâce à la cartographie épigénomique que j'ai mentionné lors du premier cours. Donc, en utilisant l'immunoprécipitation de la chromatine et le séquençage à haut débit, on peut retrouver les cartes qui sont associées avec certaines modifications et avec les facteurs eux-mêmes, avec les facteurs polycombe et trithorax. Et donc, on commence à réaliser qu'effectivement, dans des cellules souches embryonnaires qui sont prêtes à tout, qui peuvent exprimer tout gène au cours de différenciation, donc sont dans un état, on va dire, d'attente, là, il y a un état parfois qu'on peut appeler bivalent, où en fait certaines marques qui sont associées à un maintien d'un état inactif sont présents, cohabitent avec des marques d'activité. Donc on peut imaginer polycombe et trithorax qui sont présents dans les mêmes régions, où il y a un équilibre, on va dire, labile qui est présent, mais au moment de la différenciation, on pense qu'effectivement la perte des marques liées à polycombe est associée avec une transcription active, donc les gènes qui sont effectivement activés de manière permanente, et là on imagine que les facteurs trithorax doivent jouer un rôle. Par contre, la perte de l'activité transcriptionnelle fait que polycombe peut là jouer un rôle de maintien, mais chez les mammifères, comme je l'ai déjà détaillé, on a aussi d'autres systèmes de propagation, comme la méthylation de l'ADN, ce qui n'existe pas chez la drosophile. Et on pense qu'effectivement, dans certains cas, la perte d'activité transcriptionnelle et la répression stable de certains gènes peut être gérée par polycombe ou peut être gérée par la méthylation de l'ADN ou même le gain de H3K9 triméthylé et HP1. Donc il y a différentes possibilités au cours du développement et au cours de la différenciation chez les mammifères. Néanmoins, polycombe et trithorax semblent quand même jouer un rôle très important, surtout pour les gènes clés de la mise en place du programme développemental et l'organogénèse. Donc, ici, je vous fais un autre résumé de la manière que nous, avec un peu plus de détails maintenant. Donc, quand la chromatine est activée ou inactivée, un gène est activé ou inactivé, le rôle qu'on imagine de trithorax, c'est de pouvoir maintenir un état ouvert et actif, donc d'une part par les activités de remodelage, mais aussi par les activités de modification enzymatique, donc la méthylation d'H3K4, comme je l'ai mentionné, mais aussi le recrutement de histone acétyltransférase. Et comme je l'ai dit lors du premier cours, l'acétylation des histones peut être une modification qui permet une certaine ouverture de la chromatine et qui peut aussi être le cible des facteurs qui sont liés à l'activation génique. Donc il y a ici toute on va dire un recrutement d'activateurs et maintien d'activateurs grâce à trithorax. Par contre, avec polycombe, là, nous pensons qu'effectivement, le recrutement de polycombe au niveau des gènes qui sont silencieux, qui ont été inactivés,
permet la mise en place et la propagation d'un état relativement stablement inactif. Alors, il y a plusieurs questions. Comment ces complexes sont recrutés au départ? Qu'est-ce qui fait que certains gènes, quand ils sont activés, vont être associés avec trithorax et les gènes qui sont inactivés vont être associés avec polycom? Donc ça, c'est un sujet de grand débat. Aussi, qu'est-ce qu'ils font ces complexes en réalité? J'ai mentionné de manière assez vague ouverture de la chromatine, etc. Mais qu'est-ce que nous savons plus précisément? Et aussi, et c'est quand même le sujet des cours cette année, comment ces complexes qui sont présents permettent une propagation héritable? Parce que, comme les cribles génétiques l'ont montré, il s'agit bien de ça, c'est-à-dire une perte de mémoire quand ces facteurs sont partis, qui permet l'activation aberrante d'un gène ou l'inactivation aberrante d'un autre gène au cours du développement. Donc, quels sont les mécanismes qui permettent leur propagation? Et donc, pour résumer, je vais essayer de répondre à ces trois questions de manière assez synthétique, on va dire. Et ensuite, je voulais vous montrer deux réels exemples, une chez les mammifères et l'autre chez les plantes, où ces facteurs semblent être importants, où on commence à décortiquer la manière que ça se passe. Donc, comment, au départ, on arrive à recruter ces complexes polycom ou trithorax? Donc, c'est un grand débat encore dans le domaine. Chez la drosophile, la situation semble être un peu plus simple parce qu'il y a des éléments, des séquences d'ADN qu'on appelle polycomb response elements. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a des séquences qui semblent être ciblées par ces complexes et qui se retrouvent près des gènes, justement, homéotiques et autres, qui doivent être régulés par ces complexes. Donc, ces PRE s'associent avec certains facteurs polycom, comme Fou. Et donc là, c'est assez facile d'imaginer qu'effectivement, l'association d'un de ces facteurs ramène le bagage de tout le complexe. Et une fois que le complexe est là, il peut effectivement mettre en place la chromatine modifiée et propager cet état réprimé. Mais dans d'autres organismes, comme les mammifères, c'est beaucoup moins clair. Il n'y a pas de PRE identifiés pour le moment. Il n'y a pas de séquences spécifiques qui vont cibler cette machinerie polycom à des endroits du génome où on le retrouve. Donc là, la question, c'est est-ce que finalement, il y a différents facteurs de transcription qui peuvent quand même reconnaître l'ADN de manière spécifique, mais sans que ce soit des éléments communs, qui peuvent cibler les complexes. C'est difficilement imaginable. Il y a certains facteurs qui pourraient jouer ce rôle, mais en fait, la question reste ouverte. L'autre mécanisme qui est très à la mode actuellement, c'est que peut-être l'information peut venir non pas de l'ADN, mais de l'ARN. Peut-être il y a des régions du génome qui expriment des ARN non codants, donc c'est des ARN qui ne vont pas produire une protéine, et qui peuvent cibler ces complexes à certains endroits du génome, soit de manière locale, c'est-à-dire c'est la transcription qui vient d'une région qui permet le recrutement de polycom, soit même en trans, c'est-à-dire il y a un ARN qui, d'une manière ou une autre, est capable de reconnaître des séquences lointaines ou de la chromatine lointaine, et ces ARN sont capables justement de recruter polycom. Donc, même si c'est quelque chose qui est extrêmement à la mode, il est difficile encore, je pense, de prouver que réellement les ARN ciblent ces complexes. Et c'est que tout récemment que les données commencent à indiquer que ça pourrait être le cas. Pourquoi c'est si difficile? C'est parce que tout simplement, c'est très difficile de travailler avec les ARN de point de vue biochimique. Génétiquement, on peut voir qu'il y a des liens, mais de manière biochimique, c'est assez difficile. Mais je vais vous montrer un exemple où, effectivement, on pense qu'il doit y avoir quelque part un lien direct. En tout cas, et puis pour trithorax, la situation est peut-être plus simple parce qu'effectivement, il y a des facteurs de transcription qui sont associés avec les régions qui sont activées et qui sont très souvent associés avec les complexes trithorax et les complexes de remodelage. Mais même pour le cas de trithorax, il n'est toujours pas clair exactement comment on cible à un endroit du génome mais pas à un autre certains complexes. Et là aussi, l'idée qu'il y a des ARN non codants qui pourraient jouer un rôle est une question ouverte. Mais pour revenir sur polycom, ce qui a été découvert récemment par le laboratoire de Rob Close et d'autres, c'est que même s'il n'y a pas des facteurs de transcription qui se lient à des PRE, néanmoins, il y a des facteurs de transcription qui reconnaissent ce qu'on appelle les îlots CPG. Donc, c'est des endroits du génome où il y a un enrichissement des cytosines.
Et donc, il y a des facteurs de transcription qui arrivent à reconnaître ces régions-là et qui s'associent de manière assez régulière avec Polycom. Et donc, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un modèle là qui est instructif, c'est-à-dire il y a des facteurs très spécifiques qui vont ramener un complexe à un endroit du génome mais pas à un autre, que peut-être qu'il y a ce qu'on appelle un modèle responsif, c'est-à-dire qu'il y a des régions du génome qui ne sont pas forcément exprimées. Donc, dans le cas des gènes homéotiques, on peut imaginer qu'effectivement, l'absence de facteurs de transcription et l'absence d'expression, même transitoirement, fait qu'une région n'est pas activement transcrite. Elle est donc, on va dire, assez naïve, assez neutre, et que peut-être ce type de chromatine un peu neutre peut être associé à Polycom grâce à ce type de facteur qui va s'associer à ce type d'ADN. Et en particulier quand l'ADN n'est pas méthylé, donc ce n'est pas le cas pour la drosophile, mais en tout cas chez les mammifères, quand l'ADN n'est pas méthylé, il y a une permissivité d'association avec ce type de facteur qui peut donc permettre au Polycom d'être recruté. Donc c'est une sorte d'échantillonnage qui est fait par ce type de facteur qui ramène Polycom avec lui. Et donc, en fait, Polycom va s'associer de manière, on va dire, par défaut à des régions qui peuvent justement être recrutées, peuvent recruter ce type de facteur de transcription, même s'il n'a pas une spécificité de séquence extrême. Donc, il y a cette idée qu'il y a une sorte effectivement échantillonnage du génome au cours du développement et qu'une fois que ce type de facteur et de complexe peut s'associer, peut-être là, il y a justement une mise en place d'un état chromatinien qui va permettre de piger et de figer ces complexes à leur position grâce à des modifications des histones, etc. Donc ça, c'est le modèle actuel qui est, chez les mammifères, en tout cas, le plus, on va dire, le plus attractif, c'est qu'effectivement, Polycom arrive à des endroits qui ne sont pas actifs et une fois présent, Polycom va s'installer parce que vous allez voir, il y a une hiérarchie de recrutement de différents complexes et protéines Polycom. Et ça va devenir des endroits du génome qui peuvent donc empêcher des facteurs comme trithorax d'arriver s'installer et qui vont empêcher une activité transcriptionnelle. Et donc, de là, il y a l'idée qu'effectivement, trithorax peut aller là où il n'y a pas Polycom et où il y a une activité transcriptionnelle avec des facteurs de transcription, peut-être aussi avec des ARN non codants ou des ARN qui sont présents au moment de l'activation de transcription des gènes, et qu'il y a donc un équilibre qui peut basculer une fois que ces complexes sont présents et qui peut être propagé. Et donc, dans le cas de Polycom, je vous avais parlé de deux complexes différents, donc le complexe PRC1 et le complexe PRC2, où il y a différents facteurs qui ont été identifiés génétiquement et biochimiquement. Et alors, pendant longtemps, il y avait un modèle qui a été proposé, et sur la base quand même du fait que peut-être les facteurs de PRC2 pouvaient s'associer à la chromatine ou à l'ADN via des PRE ou via peut-être des facteurs CXXC ou pas des ARN non codants, mais en tout cas cette association de PRC2 avec l'activité enzymatique 2ZH2, qui est donc une histone méthyltransférase, qui a une 7 domaines comme SUV39. Cette histone méthyltransférase peut donc modifier les lysines 27 des histones associées à ces régions-là. Et l'idée, c'était qu'effectivement, la modification de la lysine 27 de l'histone H3, la triméthylation, pouvait être le cible ensuite pour un autre complexe, PRC1, qui, lui, a une protéine qui est en fait la protéine, le mutant original de Polycom qui chez les mammifères s'appelle CBX. Et donc, en fait, ces protéines CBX ont ce fameux chromodomaine. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, HP1 a un chromodomaine qui peut se lier à H3K9 triméthyle. CBX a un chromodomaine qui peut se lier à H3K27 triméthylé. Et donc, l'idée, c'est que si on arrive à cibler PRC2, ensuite PRC1 peut arriver grâce à cette modification. Et une fois que PRC1 est présent,
On pense que c'est ce complexe surtout qui pourrait compacter la chromatine. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais en tout cas, PRC1, une fois arrivé, va aussi modifier à côté les histones. Donc ça, c'était le modèle pendant des années. Le modèle que nous avons mis et lu dans beaucoup de papiers et de revues. Et là, l'année dernière, il y a une sorte de révolution qui est arrivée. Et en fait, il a été découvert que, contrairement à ce qu'on imaginait, PRC1 pouvait recruter PRC2. Et donc, il a été découvert qu'effectivement, cibler PRC1 à une région du génome permettait de faire venir PRC2 et que le contraire n'était pas forcément vrai. Donc, en fait, les études de plusieurs groupes, et tout ça est résumé dans une revue qui a été publiée récemment, montrent qu'effectivement, si on recrute PRC1, il y a l'ubiquitination de la lysine 119 d'H2A qui arrive, et cette ubiquitination, en fait, sert de cible pour PRC2. Et donc, au début, nous ne savions pas quelle était la protéine qui pouvait cibler PRC2, mais vous allez voir dans quelques minutes, quand je vous montre l'exemple de l'inactivation du X, il a été montré, pas forcément pour le X, mais dans d'autres endroits du génome, qu'en fait, il y a une protéine qui est montrée ici. Elle n'a pas été montrée en fait, au bon endroit, mais à l'époque où la revue a été faite, mais en tout cas, JARI2, qui peut se lier à l'ubiquitination de H2A lysine 129. Donc, en fait, contrairement à l'ordre qui a été imaginé jusqu'à récemment, ce n'est pas forcément PRC2 qui ramène PRC1, c'est PRC1 qui ramène PRC2, peut-être via l'activité d'ubiquitination. Alors, ça ne veut pas dire que cet ordre n'est pas possible aussi, et comme vous voyez, j'imagine, c'est assez évident, ces deux complexes, ensemble, peuvent se stabiliser. Donc, la présence de PRC1 va stabiliser la présence de PRC2, et vice-versa, via ces modifications. Et de plus, il y a certains cofacteurs de ces deux complexes-là qui peuvent stimuler l'activité enzymatique. Donc, dans le cas de JARI2, nous savons qu'effectivement, JARI2 peut avoir un impact sur l'activité de H3K27-triméthyl sur le EZH2 et aussi au niveau de PRC1. Donc, on pense qu'effectivement, ces complexes travaillent ensemble, mais l'ordre de recrutement n'est pas forcément celui qu'on imaginait. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Et surtout pour les complexes polycomes, comment en fait ils fonctionnent? Et c'est, malgré beaucoup d'études, ça reste assez mystérieux encore. Peut-être parce qu'effectivement, c'est des complexes qui sont faits de plusieurs protéines. Donc, pour aller décortiquer exactement comment elles marchent ensemble in vivo, n'est pas une simple affaire. Mais donc, il y a plusieurs hypothèses et des données qui soutiennent le fait qu'effectivement, la présence de PRC1 peut exclure la présence de facteurs de remodelage et de trithorax, par exemple. Donc ça, c'est des études biochimiques et génétiques. On sait aussi qu'au niveau des facteurs de transcription et la machinerie transcriptionnelle, la présence de PRC1 au niveau de la chromatine peut empêcher l'élongation de la chromatine. On pense que l'initiation, et ça c'est sur la base des études in vitro, on pense que si on prend l'ADN empaqueté en chromatine et on rajoute PRC1 avec la polymérase d'ARN, on arrive à initier mais pas à élonguer. Donc en fait, les facteurs de transcription et la machinerie de transcription peuvent être présentes, mais elle ne peut pas voyager, on va dire, sur le gène pour produire le transcrit. Alors, c'est difficile d'extrapoler des données in vitro à des données in vivo réellement, mais en tout cas, l'idée que c'est peut-être l'activité d'ubiquitination que PRC1 a au niveau de l'histone H2A pourrait jouer un rôle dans cet empêchement de l'élongation de la transcription et donc participer à l'empêchement de l'activité transcriptionnelle. Alors, ça veut dire qu'effectivement, dans certains endroits du génome, peut-être on peut avoir la polymérase qui arrive. Donc l'idée, c'est que ce type de hétérochromatine facultative, elle n'est peut-être pas totalement figée, mais qu'elle a plusieurs activités pour empêcher, s'il arrive qu'il y a des facteurs de transcription ou la machinerie transcriptionnelle, empêche cette machinerie de faire son travail. Mais peut-être la manière la plus visible et
élégante qui a été proposée pour l'activité de PERC1, même si c'est encore assez controversé, c'est que ces complexes en fait jouent un rôle dans la compaction de la chromatine. Ça semble la manière la plus logique en fait d'empêcher la transcription d'une région de façon stable, c'est justement que ces facteurs ferment la chromatine. Et alors il y a des données in vitro qui ont été publiées par le laboratoire de Bob Kingston et d'autres en fait, où là ici c'est de la microscopie électronique. Je vous ai déjà montré les nucléosomes qui sont assemblés in vitro et ensuite qui peuvent être visualisés comme des billes sur un collier, comme vous voyez ici. Si on prend ces nucléosomes et on rajoute des différentes partenaires, différentes protéines polycomes, il a été montré qu'on peut les compacter. Vous voyez ici qu'il y a une compaction qui a lieu in vitro quand certains facteurs sont rajoutés, et en particulier c'est la sous-unité PSC qui semble avoir cette capacité de compacter la chromatine. Alors, comme je l'ai dit, il reste assez controversé à quel point cette protéine joue ce rôle in vivo, dans des cellules vivantes ou dans l'organisme, ça reste encore assez ouvert, mais en tout cas, ça montre in vitro qu'elle a cette capacité, que ces complexes ont la capacité de compacter la chromatine, et on peut imaginer qu'effectivement, ce type de compaction rend beaucoup plus inaccessible l'ADN à la présence de facteurs de transcription et la machinerie de transcription. Donc, pour arriver donc à la troisième question, une fois qu'on a mis en place ces facteurs et peut-être compacter la chromatine d'une part, empêcher les facteurs de transcription quand il s'agit de polycomes, ou quand on a ouvert la chromatine et on a des facteurs de remodelage, comment on peut propager ces états au cours des divisions cellulaires, de façon stable au cours des divisions mitotiques. Et contrairement à la situation de la semaine dernière, où je vous ai montré qu'effectivement le système HP1 SOUF3-9 avec H3K9 triméthyle et la méthylation de l'ADN semblaient se mettre ensemble autour du réplisome pour pouvoir propager des états, même si ça reste ça aussi quand même une question assez ouverte, en tout cas pour H3K9 triméthyle. Mais en tout cas, certains de ces facteurs sont associés avec des chaperones au moment de la réplication de la chromatine. Par contre, pour PRC1 et PRC2, c'est pour le moment, en tout cas à mes connaissances, nous ne savons pas si ces facteurs sont associés, par exemple, à PCNA ou UHRF1. Ça reste une question ouverte. Néanmoins, récemment, il y a eu, et je vous montre ça juste pour l'intérêt du système. Alors, je ne sais pas pourquoi, oui, il manque une partie de la phrase ici, je suis désolée. En tout cas, récemment, chez les plantes, il a été montré qu'il y a un facteur ATXR6 qui est une histone H3K27 méthyltransférase, donc c'est ça qui manque ici. Et ce facteur-là semble être associé justement au réplisome. Et alors, ce qui est très intéressant, et ça me fait rappel au premier cours où je vous avais parlé des variants des histones, il a été démontré par le laboratoire de Rob Martinson que cette protéine semble avoir une spécificité de méthylation de l'histone H3.1 et pas l'histone H3.3. Donc en fait, l'histone H3.1, c'est le variant qui est déposé au cours de la réplication. L'histone H3.3, il est présent que dans les régions actives et il est rajouté au cours de la transcription. Il n'est pas rajouté au cours de la réplication. Il n'y a que le H3.1 qui est disponible au moment de la réplication. H3.3, en fait, il est rajouté ensuite dans des zones, des régions qui sont actives. Et alors, ce qui a été montré, c'est cette méthyltransférase. Elle est capable de distinguer les deux histones et il ne diffère que par 4 acides aminés. Et il y a une acide aminée, en particulier la thréonine 31 d'H3.3, qui inhibe l'activité d'ATXR6. Donc, au moment de la réplication d'une région qui contient une activité transcriptionnelle, donc il y a du H3.3, en fait, ATXR6 ne va pas méthyler cette région-là. Par contre, une région réprimée
où H3.1 est présent et H3.1 est rajouté, ces nucléosomes, en fait, auront une méthylation rajoutée par l'enzyme. Donc, c'est un système très élégant. Pour le moment, à ma connaissance, c'est le seul cas qui a été décrit qui peut fonctionner comme ça. Et ça montre aussi qu'effectivement, ainsi, on peut empêcher une propagation ou une mise en place d'hétérochromatine de manière aberrante à des régions euchromatiques au cours de la réplication. Mais si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, au niveau des complexes polycomes, chez la drosophile et chez les mammifères, il n'est pas évident qu'il y a un mode de propagation via des modifications des histones. Et en particulier, il était montré chez la drosophile, dans un papier qui a été publié il y a 2 ans, que les histones méthylées à lysine 27 en fait, perd cette modification au cours de la réplication. Alors, c'était une étude qui était faite qu'au début du développement chez la drosophile. Donc, on ne sait pas si en fait c'est un système qu'on peut, on va dire, trouver ailleurs chez la mouche. Mais en tout cas, c'était clair que la modification qui était présente dans la chromatine parentale était perdue dans la chromatine naissante, mais rajoutée plus tard, vous allez voir. Et dans des cellules des mammifères, il a été montré aussi biochimiquement, dans des études très élégantes qui ont été publiées aussi il y a quelques années, qu'effectivement, juste après la réplication, et ça je ne vais pas vous montrer toutes les expériences, mais en tout cas en utilisant une astuce biochimique avec une technique qui s'appelle le SILAC, on peut isoler les histones juste après la réplication, et il a été montré qu'effectivement, on trouve une baisse au niveau de H3K27 triméthyle. Donc, il n'y a pas un système qui est là pour effectivement rajouter tout de suite la modification sur les histones non modifiées au cours de la réplication au niveau de polycom. Mais néanmoins, on sait que les gènes qui sont réprimés par polycom ne sont pas réactivés au moment de la réplication de l'ADN. Au moment de la phase S, on ne voit pas une expression aberrante des gènes homéotiques, etc. Donc la question, c'est pourquoi ? Comment on arrive quand même à répliquer des régions silencieuses de manière si efficace ? Et là, on revient au message que j'ai décrit la semaine dernière, c'est qu'en fait, très souvent, les régions modifiées par polycom sont des domaines. Il ne s'agit pas juste d'un nucléosome, mais toute une région souvent assez large qui couvre parfois plusieurs kilobases. Et on pense que quand il y a un domaine comme ça, on arrive à répliquer à la suite de la réplication de l'ADN, on arrive à propager cet état parce qu'il y a suffisamment d'autres, des nucléosomes qui portent une partie des histones parentaux pour que le système soit propageable. Et ça, ce n'est pas qu'au cours de la réplication, c'est aussi au cours d'autres phases cellulaires où il peut y avoir une dynamique, comme je l'ai déjà décrit, avec aussi un échange des histones, même dans les régions hétérochromatiques. Donc je pense que c'est important de se rappeler, et ça résume un peu ce que j'ai dit la semaine dernière et aussi cette semaine, que même si les nucléosomes sont les unités de la chromatine, elles ne sont pas forcément les unités de la répression génique. Là, pour maintenir un état réprimé d'un gène, il faut une région assez large pour que ça soit stablement propagé. Donc ça, c'est quelque chose qui a été décrit de manière très élégante dans une revue publiée il y a 2 ans. Donc, si on arrive à la réalité, donc qu'est-ce qui se passe pour répliquer la chromatine qui est associée à polycom, par exemple ? Des études très élégantes, encore par le laboratoire de Bob Kingston, ont montré que le facteur PSC, qui était aussi impliqué dans la condensation, la compaction de la chromatine, semble être associé derrière la fourche de réplication et en avant, et pourrait donc faire une sorte de pont entre le brin nouvellement synthétisé, la chromatine naissante, et la chromatine qui était présente. Donc on pense qu'effectivement, on peut propager un état sans passer par le réplisome, mais quelque part en infectant la chromatine nouvellement synthétisée, parce que ces complexes peuvent aller trouver le bras nouvellement synthétisé et aller le modifier ou aller s'associer avec. Donc même si les modifications des histones sont perdues, en fait, l'idée, c'est que les acteurs, les facteurs, eux, restent et peuvent aller se propager sur la chromatine qui commence à apparaître.
Et on peut imaginer aussi que, effectivement, les facteurs comme PRC2, qui peuvent s'associer à des modifications comme l'ubiquitination grâce à PRC1 ou sur la lysine 27 triméthylée, peuvent aller rajouter, déposer les marques associées à des histones non modifiées dans la chromatine naissante. Donc on pense qu'il y a deux types de processus qui ont lieu. Alors, la réalité, c'est que nous n'en savons rien. Et là, il faut vraiment que les biochimistes puissent sortir les complexes qui sont présents juste avant, pendant et après la réplication pour réellement voir comment tout ça s'est mis en place. Et surtout avec aussi des données structurales des protéines pour voir si, par exemple, ce type de complexe peut réellement exister au cours de la duplication de la chromatine. Et l'autre manière qu'il y a un état propagé, c'est que, et donc là j'ai parlé de la réplication et la phase S, mais au cours de la mitose et au cours d'autres phases du cycle cellulaire, il faut quand même maintenir cet état. Et là on pense qu'effectivement, en tout cas pour PRC1 et PRC2, c'est relativement facile à imaginer. Comme je l'ai dit, il s'agit des domaines qui sont associés à ces marques et qui peuvent donc être propagés même si certains nucléosomes peuvent perdre une association, les voisins vont rajouter. Et au cours de la mitose, quand les chromosomes sont en fait exposés, on va dire, deviennent plus compactés, mais qui peuvent être exposés à des facteurs de manière plus générale, mais où il n'y a pas une activité transcriptionnelle, comment ça se passe? Et il a été montré qu'effectivement, les facteurs polycomes restent associés avec les chromosomes en mitose. Donc ici, vous voyez une cellule qui est en train de se diviser et les chromosomes qui sont là sur l'anneau mitotique et qui se séparent. Et vous voyez, là, il y a une association de différentes protéines du complexe PRC1. Et dans une étude récente, il a été montré qu'un des facteurs CBX, CBX2, pourrait être important en fait pour maintenir la présence des autres facteurs PRC1 sur ce chromosome. Donc en fait, en absence de CBX2, ils ont montré qu'effectivement il y a une perte de CBX7 et Ring1B sur les chromosomes en mitose. Donc ça pourrait être justement le moment de mitose, pourrait aussi être un moment, une fenêtre de temps où on peut changer des états. Donc on peut imaginer qu'en modulant des facteurs comme CBX2, on pourrait justement retrouver deux cellules filles issues d'une division cellulaire qui sont plus ou moins associées avec leur état précédent. Donc la régulation différentielle au cours du développement de certains facteurs polycomes pourrait aussi être utilisée pour changer de destin. Donc pour polycom, en tout cas, il semble relativement simple, même si on ne comprend pas les détails, de la manière qu'on peut propager des états in cis et au cours de la réplication et au cours de la division cellulaire. Pour trithorax, ça peut être un peu plus complexe. Quand il s'agit de la réplication, nous avons vraiment très peu de données par rapport à la manière que les états sont copiés au cours de la réplication de la chromatine. Et l'autre point qui est important, c'est que contrairement à Polycom et H3K9, où comme je l'ai dit, on a des domaines associés, les marques qui sont associées à des complexes trithorax sont par exemple H3K4 triméthylé et semblent être quand même assez localisées. Donc il s'agit de peu de nucléosomes qui sont modifiés. Donc c'est plus difficile d'imaginer un système de propagation entre modifications, protéines qui peut lire cette modification sur des grandes distances. Donc là, on imagine que c'est plus un défi de maintenir un état tout au long du cycle cellulaire. Pour la réplication, je ne vais pas vous en parler parce qu'on ne sait pas grand-chose en fait sur ça, mais on peut imaginer qu'il peut aussi être le travail des facteurs de transcription qui peuvent accompagner au cours de la réplication l'ADN, mais les complexes de remodelage pourraient aussi le faire. Par contre, ce qui a été montré récemment, c'est au cours de la mitose, comme je l'ai dit, puisqu'il y a très peu de modifications associées à ces complexes, et d'ailleurs nous ne savons même pas si ces modifications sont importantes pour le maintien des états actifs, il a été montré que certains facteurs trithorax, les protéines MLL, restent associés aussi au cours de la mitose, au cours des métaphases avec les chromosomes. Et en fait, quand on regarde, et ça a été en purifiant les cellules à différents stades du cycle cellulaire,
Et on voit qu'effectivement, ces facteurs restent associés avec des promoteurs de certains gènes. Et là, l'idée, c'est qu'au moment de la mitose, il n'y a pas de transcription. Si on n'a pas le marque ou on perd le marque ou le marque est trop limité, on peut rien recruter, comment on arrive à garder la mémoire de l'activité transcriptionnelle? Comment un gène, au cours du cycle cellulaire, au moment de la mitose où la transcription est éteinte, comment le gène il se rappelle à la division dans les cellules filles qui doit se réexprimer? Et là, il a été montré qu'effectivement, ces complexes trithorax qui sont là pour mémoriser des états s'associent au cours de la mitose avec les promoteurs, ne partent pas et justement sont là pour réactiver les gènes, permettre la réactivation de la transcription dès le début du phase G1. Donc en fait, on pense qu'effectivement, au niveau du trithorax, il y a des activités qu'on appelle du bookmarking très important pour mémoriser ces états et qui ne sont pas forcément liés avec les modifications des histones qui viennent. Alors là, je vous ai parlé de la manière qu'on peut propager des états. Un point important, c'est qu'on peut tout défaire. Et donc ça, vous avez déjà découvert ça la semaine dernière quand on a parlé de la déméthylase d'H3K9. Et alors pour toutes les modifications dont je viens de vous parler, il y a aussi des modificateurs qui enlèvent ces modifications. Donc par exemple, pour H3K4 triméthyle, il y a des protéines LSD1, Jaridin et d'autres qui peuvent effectivement enlever cette marque. Pareil pour H3K27 triméthyle, des protéines comme UTX et d'autres peuvent aussi effacer cette marque. Et pareil pour H2A, lysine 119 ubiquitiné. Il y a des désubiquitinases qui sont là pour effacer. Donc ces facteurs-là sont aussi présents très souvent en même temps que les enzymes qui déposent. Donc on peut imaginer que dans certains cas, comme pour H3K9 et la déméthylase que Robin Olshay a décrite la semaine dernière, il y a une sorte d'équilibre pour empêcher que des états s'étalent ou se mettent n'importe où. Il faut ce type de déméthylase et donc c'est un équilibre qui est maintenu. Mais il y a aussi des situations au cours du développement où ces déméthylases sont exprimées de manière très spécifique, probablement pour effacer certaines modifications, justement pour établir certains états au cours de la différenciation cellulaire. Donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la chromatine est hautement dynamique. Non seulement il y a des échanges des histones, il y a des manières de propager des états grâce à des modifications, mais il y a aussi des modificateurs qui sont là pour enlever ces marques. Et donc on pense que le tout, c'est d'avoir une synergie pour qu'un état qui est mis en place, comme par exemple par Polycom, même s'il y a des déméthylases qui sont présents, quand il y a une région suffisamment marquée et large de Polycom, effectivement, la présence des déméthylases ne va pas permettre d'enlever, de défaire tout ce qui a été fait, et que c'est que dans des situations bien précises que ces déméthylases peuvent venir jouer leur rôle. Et je vais vous mentionner un cas à la fin du cours et pour le cours de la semaine prochaine. Donc là, je vais terminer en vous parlant de deux exemples qui sont des exemples qui ont été le plus étudiés parce que plus facilement abordables pour essayer de décortiquer le rôle de ces complexes Polycom et trithorax. Et surtout, je vais vous parler de Polycom. Donc, je vais vous parler du système que je préfère parce que mon laboratoire travaille sur ce système, mais aussi c'est un système assez classique pour les études épigénétiques et vous allez voir aussi de Polycom, donc l'inactivation du chromosome X. Et je vais terminer en vous parlant un petit peu de la mémoire qui est apportée par Polycom, qui est induite par un changement environnemental chez les plantes. Donc, l'inactivation du X, je pense que ceux qui ont suivi mes cours avant connaissent tous de quoi il s'agit. C'est le système qui permet de compenser pour le dose des deux chromosomes X chez les femelles par rapport aux mâles qui ont un seul chromosome X. Donc, en fait, c'est Mary Line qui l'a découvert. Et ce qu'elle a démontré, c'est très tôt au cours du développement, un embryon femelle a deux X qui sont actifs et un des deux chromosomes X va être éteint, va devenir compacté et cette extinction, cette compaction et absence d'activité transcriptionnelle ensuite va être propagée. Comme ça, la cellule qui décide d'inactiver son chromosome X paternel
au moment de sa division, pardon, va maintenir cet état inactif au cours des divisions cellulaires. Et une cellule qui a décidé d'inactiver le chromosome X maternel va maintenir cet état inactif. Donc c'est un très joli système épigénétique parce qu'effectivement, il y a un maintien d'un état au cours des divisions cellulaires. Et alors, Maryline l'a découvert grâce à des études sur la souris. Ici, je vous montre un papier récent où ils ont étiqueté les deux chromosomes X avec un gène fluorescent rouge ou un gène fluorescent vert. Et donc, les femelles hétérozygotes pour un chromosome X avec le gène fluorescent vert et pour le gène fluorescent rouge montrent cet mosaïcisme qui caractérise l'inactivation du X aléatoire. Donc certaines cellules, et ici il s'agit de l'intestin ou des régions de la cochlée, vous voyez, il y a certaines cellules qui vont exprimer que le X rouge et d'autres cellules qui vont exprimer que le X vert. Donc il n'y a aucune cellule qui exprime les deux en même temps. On n'a pas des cellules jaunes. C'est que vert ou que rouge. Et cet état, pour qu'on voit ces plages des cellules rouges ou vertes, c'est que c'est effectivement clonal. La décision qui a été prise est maintenue et cette décision est maintenue en absence de signal qui a déclenché la décision au départ. Donc un système épigénétique par excellence. Donc comment on arrive à avoir cet état? Donc je l'ai déjà mentionné dans le premier cours, c'est l'hétérochromatine facultative. Donc le X inactif, il se retrouve condensé dans le noyau. Le X actif, lui, il est décondensé. On sait depuis des années, les gens ont travaillé sur l'état de méthylation des séquences sur le chromosome X. Donc le X inactif, il a des promoteurs hyperméthylés. Donc l'ADN, les cytosines sur des promoteurs des gènes sur le X inactif sont méthylés. Par contre, le promoteur, les régions qui vont héberger les facteurs de transcription et la machinerie de transcription, eux, sont hypométhylés. Il n'y a pas de méthylation et il y a une activité transcriptionnelle associée. Donc pendant très longtemps, en fait, c'était sur la base de l'X inactif que la méthylation de l'ADN a été aussi proposée comme une marque épigénétique qui peut être propagée de manière clonale, etc. Donc c'était le marque préféré. Le seul problème, c'est que cette méthylation qu'on trouve sur le X inactif arrive très tard au cours du processus. Donc ce ne peut pas être la manière que l'inactivation a lieu. Et en plus, dans certains mammifères, chez les marsupiaux par exemple, on a un X inactif, mais on ne retrouve pas cette hyperméthylation associée avec les gènes inactifs. Et néanmoins, le chromosome reste inactif relativement stablement. Donc, très vite, les chercheurs ont réalisé que la méthylation de l'ADN ne pouvait pas expliquer la totalité de cette stabilité épigénétique associée avec ce processus. Et donc, maintenant, ce que nous savons, et ici je vous le résume de manière très simple, c'est que très tôt au cours du développement, le déclencheur de cette inactivation est un ARN non codant. Donc, je vous avais dit que c'est très à la mode, les ARN non codants associés avec Polycom ou Trithorax, mais là, c'était avant que ça devienne à la mode. Il a été découvert que le déclencheur de l'inactivation du X est cet ARN non codant que vous voyez ici, hybridé in situ, qui décore entièrement le chromosome X à partir duquel il est exprimé. Et ici, je vais vous montrer ça en live. Donc, on a réussi à étiqueter l'ARN existe et le visualiser dans des cellules vivantes. Vous voyez qu'il décore le chromosome ici dans des cellules sur plusieurs heures. Et en fait, cette décoration du chromosome X inactif est suffisante pour déclencher l'inactivation des gènes. Donc, c'est un petit peu comme les facteurs de transcription dont je vous ai parlé tout au début, les gènes homéotiques. En fait, ils sont là pour activer ou inactiver les gènes. Existe, il fait la même chose. On essaie de comprendre comment. Ce n'est pas évident encore à comprendre. On commence à avoir des idées. Certainement, il ramène des facteurs qui sont là comme des facteurs de transcription pour éteindre le chromosome. Et la manière qu'on peut voir ça, c'est qu'effectivement, les gènes sur le X sont inactivés. Ici, c'est les transcrits naissants qu'on arrive à détecter avec des sondes fluorescentes en rouge. Donc ça, c'est un gène parmi les 1300 gènes sur le X qui sont présents sur les deux X. Et là, c'est un noyau avant que l'inactivation ait lieu. On voit qu'il est exprimé, les deux X expriment leur gène. Mais dès qu'existe ici en vert, décore le chromosome, on commence à éteindre le gène en 6. Et donc, en fait, dans une cellule somatique, on voit que le chromosome décoré, le X inactif, n'exprime plus du tout le gène. Donc, en fait, maintenant, on sait génétiquement que cet ARN est responsable de l'inactivation des gènes et est capable de
aussi changer la chromatine et démarrer, on va dire, le processus épigénétique. Mais tout seul, il n'est pas capable de rendre le processus stable et épigénétique. Pour cette stabilité, il faut d'autres facteurs, et c'est là où il a été découvert qu'effectivement, en plus de la méthylation de l'ADN, il semblerait que les complexes polycomes sont critiques pour le maintien de l'état inactif du chromosome X. Donc ici, je vous le montre encore comme le corpuscule de barre hétérochromatique, et là, je vais vous montrer de manière très schématique comment les facteurs de polycomes semblent être impliqués. Donc, pour résumer, un gène sur le X actif, il montre toutes les caractéristiques de notre gène qui est actif dans le génome. Donc, il est associé avec la polymérase, avec les marques des histones liées à l'activité transcriptionnelle, avec des complexes très thorax dans certains cas. Par contre, le X inactif, qui est dans le même noyau, lui, il est décoré par cet ARN existe. Il devient associé avec la méthylation de l'ADN au niveau de ses promoteurs, mais il devient associé aussi avec d'autres marques, par exemple des modifications des histones qui sont liées à polycomes, comme H3K27 triméthyl, H2A, en fait je me suis trompée, c'est la lysine 119 ubiquitinée, et aussi avec des variants d'histones comme macro-H2A. Et donc on pense qu'effectivement, cet ensemble caractérise cet état inactif. Et vous allez voir, et donc il y a PRC2 et PRC1 qui semblent être recrutés au niveau du X inactif. Et quand on voit voilà, une cellule, l'ADN de la cellule, voilà l'ARN existe qui décore le chromosome X, et vous voyez que le marque H3K27 triméthyl s'associe de manière très étroite avec le X inactif décoré par XIST. Et si on faisait une immunofluorescence avec des anticorps contre ces facteurs-là, on aurait vu la même chose. Donc de manière très spécifique, polycom semble être recruté au niveau du chromosome X inactif. Donc les questions qui sont activement cherchées dans le domaine, c'est comment, comme pour tout le reste, comment on recrute PRC2 et PRC1 au niveau du X inactif et comment on les maintient une fois qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont importantes. Et pour résumer, voilà le modèle qu'on avait de la manière que ça se passe. Donc l'idée, c'était que dès qu'on exprime XIST, on voit un recrutement de PRC2. Ça a été, historiquement, ça a été montré avec des transgènes où on peut exprimer XIST à volonté. Et donc on a vu qu'effectivement, PRC2 arrive, mais PRC1 aussi. Mais parce qu'il y avait ce modèle classique dont je vous avais parlé, que PRC2 arrive d'abord et va méthyler H3K27 triméthylé, le modèle qui est sorti, qui était là était qu'effectivement, PRC2 est recruté peut-être via XIST, et si on lit dans la littérature les papiers, dans la plupart des cas, les gens parlent d'un recrutement de PRC2 par XIST, même s'il n'y a pas de données concrètes qui montrent ça. Nous avons montré récemment qu'il y a un cofacteur de PRC2 qui s'appelle JARI2, qui est justement le facteur qui peut aussi reconnaître la ubiquitination d'H2A. En tout cas, on a montré que JARI2 est essentiel pour ramener PRC2 sur le chromosome X inactif. Il est aussi connu qu'effectivement PRC1 peut s'associer au niveau d'H3K27 triméthyl via le protéine CBX, comme je l'ai dit tout à l'heure, via son chromodomaine, et que peut-être cette association pourrait ensuite ubiquitiner H2A. Et il est ensuite proposé que peut-être cet assemblage de PRC2 et PRC1 pourrait réprimer l'élongation de pôle 2, même si ça n'a pas été montré formellement. Mais voilà le modèle qui existait. Et les études de différents laboratoires montrent qu'en fait, ce modèle a beaucoup de problèmes. Donc tout d'abord, on sait que PRC1 est recruté au niveau du X inactif, même en absence de PRC2 ou de JARI2. Donc nous et d'autres ont montré ça, et le laboratoire de Neil Brockdorf en particulier. On peut enlever ces facteurs-là, mais PRC1 arrive quand même sur le X inactif. Donc il est recruté de manière autonome. En plus, on a, comme je l'ai montré, JARI2 peut s'associer à l'ubiquitination d'H2A. Donc en fait, on peut recruter JARI2 sur H2A ubiquitiné. On n'a pas besoin de PRC2 pour ce recrutement. Et il a été montré qu'effectivement, quand on cible PRC2 à un endroit, en fait, PRC1 ne vient pas forcément avec. Donc le modèle classique commençait à avoir des problèmes. Et comme je l'ai mentionné, il n'y a pas du tout de données qui suggèrent que l'ARN XIST s'associe de manière directe avec JARI2 et PRC2.
Donc, le nouveau modèle auquel nous pensons actuellement, et ça c'est quelque chose qui m'a été passé par Neil Broadhoff, qui est venu la semaine dernière faire un séminaire. Donc, le modèle auquel on imagine, c'est qu'en fait, PERC1 est recruté par XIST. On ne sait pas encore comment, est-ce que c'est direct ou indirect, mais en tout cas, c'est PERC1 qui arrive d'abord. Et PERC2 est recruté via JARI2, et JARI2 en fait va reconnaître effectivement l'ubiquitination de H2A. Et donc, cette reconnaissance va ramener PRC2 qui va ensuite modifier au niveau de H3K27 triméthyle. Et donc, on peut imaginer on a aussi des manières, on va dire, indépendantes de faire venir ces deux marques, mais en tout cas, l'ordre dans lequel les choses se passent juste après que XIST soit induit semble être l'ordre suivant. Effectivement, peut-être PRC1 est le premier complexe recruté, PRC2 est amené par la suite via JARI2, et ensuite il se auto-stabilise, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc la question c'est, est-ce que c'est important pour le maintien de l'état inactif? Et donc pour ça, il faut juste que je vous montre le cycle d'inactivation chez la souris. C'est une diapo que je vous ai déjà montrée l'année dernière, mais en tout cas, c'est pour montrer qu'il y a deux phases d'inactivation. Et en fait, les deux phases d'inactivation chez la souris ont des besoins différents. Et la phase d'inactivation aléatoire que je vous avais montrée, où on a les mosaïques qui se trouvent dans l'adulte, en fait est difficile à analyser au niveau du besoin pour des facteurs comme Polycom, parce qu'il y a une grande redondance des différentes marques épigénétiques. Donc pour être plus clair, je vais vous montrer qu'effectivement, il y a une première phase d'inactivation qui a lieu très tôt au cours de l'embryogenèse. Cette phase est soumise à l'empreinte, mais ça, c'est peu importe. L'ARN de XIST va décorer le X paternel, les gènes vont être inactivés et les complexes polycomes sont recrutés. Ça a été démontré par plusieurs groupes, y compris le mien. Donc très tôt, on recrute polycomes. Mais ce qui se passe un tout petit peu plus tard, dans ce stade-là qui s'appelle le blastocyste, c'est que dans les cellules de la masse interne qui vont former l'embryon, qui ensuite va former les cellules somatiques, le X paternel est réactivé. En fait, l'ARN de XIST va disparaître, ne va plus être exprimé. Polycome va partir, probablement via une déméthylase, mais ça, on est en train d'essayer de chercher. Et les gènes vont être réactivés de manière transitoire dans ces cellules. Et donc, en fait, ensuite, dans l'embryon proprement dit, là, il y a l'inactivation aléatoire que je vous avais décrit. Et là, on recommence tout. XIST va décorer le chromosome X, soit paternel, soit maternel. Les gènes sont inactivés. Polycome est recruté. Et il y a méthylation des promoteurs de gènes et probablement tout un tas d'autres marques épigénétiques. Donc ici, l'état inactif est extrêmement stable et figé par plusieurs couches, on va dire, épigénétiques. Donc c'est difficile d'étudier le rôle de Polycome dans ces phases-là, parce que justement, il y a une grande redondance. Par contre, là où on pense qu'il pourrait avoir un rôle, c'est dans les cellules du blastocyste qui ne vont pas former l'embryon lui-même, mais qui forment les tissus extra-embryonnaires. Là, effectivement, on sait que le X reste inactif, il n'est pas réactivé, comme dans la masse interne. Donc, dans les tissus extra-embryonnaires, c'est toujours le X paternel qui est inactivé. Et là, on voit que Polycome reste associé, et il n'y a pas une méthylation des promoteurs des gènes, probablement parce que, en fait, ces tissus extra-embryonnaires sont là, on va dire, à court terme jusqu'à la naissance, et donc peut-être qu'il y a moins besoin de figer l'état de manière aussi stable. Mais en tout cas, c'est peut-être ici l'opportunité d'explorer si oui ou non les facteurs comme Polycome pourraient être importants. Et justement, il y a quelques années, le laboratoire de Terry Magnusson a étudié cette question en prenant des mutants pour un des facteurs Polycome de PRC2, le facteur EED. Il a utilisé un système, comme je vous ai dit, on peut avoir des gènes fluorescents sur le X, et dans son cas, il a pris un gène vert sur le X paternel, qui fait qu'il a pris les mâles qui ont ce GFP, ce X qui exprime une protéine verte, et qu'il a croisé avec une femelle qui n'a pas de protéine fluorescente. Et donc, du coup, dans les embryons qui sortent de ce croisement, la partie embryonnaire où il y a une inactivation aléatoire,
on verra effectivement des cellules vertes et des cellules pas vertes. Et donc, en fait, ça, c'est la partie de l'embryon proprement dit. Par contre, dans les tissus extra-embryonnaires qui sont présents ici, à 6 jours et demi de développement, ici, c'est toujours le X paternel qui est inactif, et même s'il est vert, puisqu'il est inactif, on ne voit plus la protéine. Donc, normalement, dans les tissus extra-embryonnaires, quand on fait ce type de croisement, on ne doit pas voir de la protéine fluorescente verte. Par contre, dans les tissus embryonnaires, où il y a l'inactivation aléatoire, on a soit le X paternel qui est actif, et donc les cellules sont vertes, soit le X paternel il est inactif, et là, les cellules ne sont pas vertes. Et on ne voit pas en fait les cellules négatives parce que la résolution n'est pas suffisante dans ces images, mais en tout cas, ici, c'est des mosaïques des cellules GFP+, et GFP-. Ici, tout le monde est négatif. Et donc, du coup, quand il a croisé ces mâles GFP avec des mutants pour la protéine EED, voilà ce qu'il voit. Donc, dans des mutants homozygotes EED, ce qu'il voit, c'est qu'il y a une expression aberrante de la protéine fluorescente. Il voit ça donc à 2 stades différents, 6 jours et demi, 7 jours et demi. Donc, il voit qu'effectivement, le GFP qui était sur le X paternel inactif commence à se réexprimer. Il a regardé plus tôt et il a montré que probablement le gène est correctement inactivé au départ, simplement il est réactivé plus tard. Donc c'est exactement ce qui est attendu pour des facteurs polycomes, comme ce qui a été montré chez la drosophile. Ce sont des répresseurs, c'est des protéines qui sont là pour maintenir des états réprimés. Et donc ces expériences suggèrent qu'effectivement, chez la souris et avec le X inactif, ces facteurs sont là pour maintenir l'état inactif. Mais comme je l'ai dit, quand on regarde dans les tissus embryonnaires ou dans les cellules OS au cours de la différenciation, c'est difficile en fait de voir un rôle de PRC2 ou même de PRC1 parce que l'autre changement comme la méthylation de l'ADN arrive et en fait on ne peut pas déstabiliser l'état inactif simplement en enlevant PRC. Donc voilà. Donc ça c'est une preuve qu'effectivement chez la souris, en tout cas pour le X inactif, Polycom joue réellement ce rôle de maintien des états inactifs. Alors, il y a beaucoup de questions et actuellement, il y a les laboratoires qui sont en train d'attaquer les questions. Quand est-ce que exactement ces facteurs deviennent indispensables? Et donc, en utilisant des mutants qu'on appelle conditionnels, où on peut déléter au moment voulu un gène, on peut commencer à poser cette question, mais comme je l'ai dit, il y a de la redondance, donc ça veut dire qu'il faut combiner les délétions, et ça c'est quelque chose qui n'est pas si simple, même si ça devient plus simple avec des outils d'ingénierie génétique que nous avons actuellement. Mais donc ça c'est effectivement maintenant un domaine qui est en plein essor. Donc là, je voulais terminer, même si j'ai dépassé un tout petit peu mon temps. Je vais rapidement vous parler du dernier système et en fait, ça fait la transition avec la semaine prochaine. Donc, je vais reprendre un petit peu ce thème. Bon, j'ai déjà parlé un tout petit peu de la vernalisation. C'est vrai, c'est un système qui est très joli pour étudier l'impact que l'environnement peut avoir sur l'expression des gènes et de façon plus ou moins stable. Donc, tout d'abord, je voulais dire que chez les plantes, comme chez les mammifères et chez les mouches, il semble que les protéines polycomes sont très importants pour le développement. Donc, les facteurs polycomes sont importants pour différentes étapes de mise en place d'identité cellulaire et de leur maintien. Ils sont aussi importants dans la lignée germinale, on va dire, des plantes. Et on sait que la perte de polycomes, PRC2 et PRC1, peut donner lieu à des dédifférenciations et à des proliférations aberrantes. Donc, un petit peu comme ce qui a été trouvé chez les mammifères, clairement, ce sont des acteurs importants. Mais donc, une partie du cycle de vie de certaines plantes, c'est ce lien avec le froid, la vernalisation. Et donc, en fait, j'ai déjà parlé un tout petit peu de ça dans mon tout premier cours, je pense. La vernalisation, c'est la mémoire du froid qui, chez certaines espèces des plantes, est extrêmement importante pour permettre la floraison au bon moment, à la bonne saison. Donc la période de froid pendant l'hiver est essentielle pour permettre une floraison qui aura lieu le printemps. Et donc, les bases moléculaires de cette
chronologie extrêmement précise commence à être décortiquée. Et donc, c'est le cas pour le système modèle Arabidopsis thaliana, mais aussi pour certains types de blé, où effectivement, il faut une période de froid pour pouvoir permettre une floraison à la saison d'après, et le printemps d'après. Et donc la question qui a été posée depuis longtemps par les scientifiques, c'est comment on arrive à voir ce processus qui est assez quantitatif. Donc l'étendue de la période de froid a un impact quantitatif sur le degré de vernalisation. C'est un état qui est réversible, c'est un état qui est stable mitotiquement, comme vous allez voir, et ce n'est pas un état qui est transmissible. Et à chaque génération, cet état est remis à zéro, malgré ce que je vais vous mentionner, ce qui a été émis par Lysenko de manière catastrophique pendant les années 30. Et donc, voilà de manière très schématique ce que nous savons maintenant. Donc, comme je l'ai dit, c'est important que la période de floraison arrive au bon moment, c'est-à-dire une période de plusieurs mois après et au moment où il fait beau, pour que ça soit productif, pour que les fleurs et la germination puissent se passer correctement. Il faut qu'il y ait cette chronologie. Et donc, le gène clé pour cette processus est un gène qui s'appelle FLC, qui est un facteur de transcription, comme par hasard. Et donc, en fait, FLC réprime la floraison. Et donc, l'expression de FLC va empêcher la floraison. Mais FLC peut être régulé par le froid. Au moment du froid, FLC commence à être éteint, l'expression de ce gène est éteinte, et cette extinction transcriptionnelle devient très stable. Et cette extinction au moment du printemps permet donc la floraison d'arriver. Parce que les gènes qui sont réprimés par FLC sont les gènes qui sont responsables de la floraison. Et donc c'est quelque chose qui affecte la plante entière. Ce n'est pas qu'une partie de la plante, c'est toutes les cellules de la plante, une grande majorité, qui doivent être sensibles à cette période de froid. Donc, comment ça marche? Alors, je vous en parle là aujourd'hui parce que nous savons que Polycom est impliqué. Donc, grâce à la génétique, à des cribles génétiques chez Arabidopsis, il a été montré qu'effectivement, Polycom joue un rôle très important dans ce processus. Donc, ici, je vous montre en fait l'expression de FLC, donc quand il est actif, au moment du froid, quand il est réprimé, et à la reprise de la chaleur, au moment quand le temps devient beau. Donc, bien sûr, il y a aussi des liens avec le temps de lumière, mais ça, c'est via d'autres processus. En tout cas, avant le froid, quand FLC n'est pas réprimé, il est donc exprimé. Il y a sous le locus, et ici je vous montre le gène FLC, il y a en fait un état qui est un peu, on va dire, bivalent, parce qu'il y a une acétylation des histones, donc c'est un état ouvert, le gène est relativement bien exprimé, mais on voit qu'il y a déjà une association dans certaines parties du gène avec le complexe PRC2 ou les facteurs du code du complexe PRC2. Et pendant la période de froid, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le gène est éteint et il y a des facteurs précis qui apparaissent à ce moment-là, qui sont clairement sensibles à la température. Donc, c'est des facteurs qui ont un domaine PhD, qui est un domaine qui peut s'associer avec des modifications comme H3K4 triméthyle, mais aussi comme H3K27 triméthyle. Et en fait, ces facteurs-là, VRN5 et VIN3, en fait, s'associent avec PRC2 à une région qui pourrait même être qualifiée d'un PRE. Donc, c'est une région dans le premier intron du gène qui devient enrichie en PRC2 avec ses cofacteurs. Et là, on commence à voir un enrichissement de H3K27 triméthyle qui apparaît. Et quand on regarde après cette période de froid, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le facteur VIN3 n'est plus présent, le gène FLC est toujours éteint, et là, il y a eu une propagation sur tout le long du gène de Polycom, avec une association en plus de LHP1, qui est probablement l'équivalent de PRC1, un des facteurs PRC1 chez les plantes.
Donc il y a eu une hétérochromatisation qui a commencé au cœur du gène et qui a été propagée tout au long du gène. Et donc en fait, cet état qui est stablement inactif qui permet qu'effectivement FLC1 n'est pas du tout exprimé et la floraison peut avoir lieu au printemps à ce moment-là. Donc là, ici, je vous montre ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est juste pour vous montrer l'expression avant le froid, pendant le froid et au moment de la chaleur. Donc FLC1, comme je vous ai montré, baisse d'expression et reste baissé. Et puis VIN3, qui est ce cofacteur de PRC2, en fait, apparaît pendant et vers la fin de la période de froid et ensuite disparaît. Il y a des ARN non codants impliqués aussi. Il y a eu des parallèles avec l'inactivation du X qui ont été faites. Il y a un antisens de FLC qui s'appelle Cool Air, parce qu'il est associé avec le froid. On ne sait pas encore quel est le rôle exact de ces ARN, mais probablement cette transcription antisens est importante pour changer l'état de la chromatine, peut-être permettre la propagation de PRC2 avec PRC1 pendant la période du froid, mais ça reste aussi un peu une question ouverte. Mais en tout cas, probablement Cool Air est impliqué dans ce changement d'état. Il y a un autre ARN non codant qui s'appelle Cold Air, et là, c'est encore moins clair quel est son rôle. En tout cas, comme vous voyez ici, le niveau de H3K27 triméthylé commence, et dans cette région, la région nucléaire, le PRE, est présent ici et accumule de manière importante après quelques semaines de froid. Et alors, le laboratoire de Caroline Dean, qui a décortiqué pas mal de ce processus, a fait un très joli papier sur la modélisation mathématique de la manière que ça se passe. Et ce qu'elle a montré, c'est qu'effectivement, pour arriver à cet état stable, en fait, il faut qu'un niveau de H3K27 triméthylé dans la plante soit présent. Et en fait, quand elle a regardé comment est-ce qu'il s'agit du niveau de chromatine affectée dans chaque cellule, ou est-ce qu'il s'agit du nombre de cellules, en fait, c'est le nombre de cellules qui doit avoir cette propagation de K27 triméthylé. Donc ici, c'est des cellules d'une plante qui expriment FLC au début, et après cette période de froid, vous voyez que FLC devient de moins en moins exprimé. Donc la majorité des cellules doivent avoir un niveau, un bloc, un domaine d'H3K27 triméthylé afin de bien permettre la mise en place de la floraison et pas permettre une réversion en arrière de FLC, de l'expression de FLC qui sera catastrophique et donc empêcherait la floraison de la plante. Donc il faut une bonne période, donc c'est ça le côté quantitatif, il faut une période étendue de froid qui permet la majorité des cellules d'accumuler H3K27 sur tout le locus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été montré qu'il faut des divisions cellulaires. Même s'il n'y en a pas beaucoup, il faut des divisions cellulaires pour arriver à cet état. Donc c'est comme si, effectivement, pour bien propager l'état, il faut passer par la mitose. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été totalement compris. Mais il ne suffit pas d'être une cellule qui reste, on va dire, quiescente. Il faut qu'il y ait certaines divisions cellulaires pour que cet état soit bien propagé. Et donc, pour terminer, pourquoi j'ai parlé de Lysenko, vous savez peut-être tous que dans les années 30, cet homme qui est devenu quelqu'un de très puissant dans l'Union soviétique, qui est venu des origines très humbles, était le fils d'un paysan. Et c'était lui, en fait, c'était pas lui qui a découvert la vernalisation, mais qui a redécouvert la vernalisation à une période où il y avait des périodes de famine dans l'Union soviétique à cause de la collectivisation des fermes. C'était une période catastrophique. Avec des famines massives. Et en fait, il a réalisé qu'effectivement, prendre des plantes, le blé, et passer par cette période de froid, pendant des hivers où il n'y avait pas forcément une période suffisamment froide et longue pour que le déclenchement de la floraison puisse avoir lieu, c'est lui qui donc a proposé qu'effectivement il faut cette période de vernalisation
pour mieux produire dans la saison d'après. Donc il est devenu une sorte de héros quand il a proposé ça dans les années 20-30. Le problème, c'est que ses connaissances scientifiques étaient extrêmement basiques. Ce n'était pas un scientifique, il n'était pas très formé, mais il était extrêmement puissant. Et il est devenu très associé avec Staline, qui trouvait en fait ces idées, et ces idées étaient que finalement, peut-être ces états, on va dire, de déclenchement par l'environnement pourrait être stable non seulement après, dans une saison après, mais peut-être à des générations d'après. Et donc il y a eu pendant cette période toute une, on va dire, redécouverte ou intérêt à la marque et l'impact qu'effectivement l'environnement peut avoir sur non seulement l'expression des caractères dans un individu, mais dans ses descendants. Et donc, de manière fausse, Lysenko a proposé qu'effectivement, la vernalisation pouvait être propagée à travers des générations. Ça, plus d'autres activités ou d'autres propositions qu'il a faites, ont été catastrophiques et ont conduit justement à des famines aussi très importantes qui ont suivi. Et je voulais aussi souligner le fait que Lysenko est devenu tellement, on va dire, amateur de lamarckisme, il a rejeté les lois de Mendel et de la génétique, parce qu'effectivement, l'idée communiste était assez attirante, qu'effectivement, avec l'environnement, on pouvait tout changer, on pouvait, on va dire, oublier le côté déterministique, mais c'était catastrophique, parce qu'effectivement, pendant des décennies, il y a eu un rejet total de la génétique. Les chercheurs ont été emprisonnés ou même tués, et la recherche, on va dire, fondamentale et correcte en génétique a été éliminée à cause de cet homme jusqu'aux années 60. Mais bon, je voulais vous raconter tout ça parce que justement, est-ce que la vernalisation peut être propageable d'une génération à l'autre comme Lysenko aurait bien aimé convaincre les gens? Et là, le laboratoire de Caroline Dean a montré que on savait que ce n'est pas le cas d'habitude, donc la vernalisation est enlevée, polycombe est enlevé du locus FLC à chaque génération, soit dans la lignée germinale ou au cours de l'embryogenèse. Et donc il y a une reprogrammation qui doit avoir lieu en fait chez les plantes qui empêche cette transmission, mais Caroline Dean a montré qu'effectivement, quand on fait une mutation dans une déméthylase d'Ashoka27 triméthyle, on arrive à propager. Et donc là, un papier qu'elle a publié très récemment, elle montre que dans ce mutant, en fait, on arrive à transmettre le mémoire de l'environnement de la génération d'avant. Et je pense que ce qui est remarquable, c'est qu'effectivement, il suffit d'un acteur, une déméthylase H3K27, pour qu'il y ait au moins une partielle mémoire de cet état. Et ça me ramène au séminaire de la semaine dernière où Robin Olshin nous a montré que pour les états associés H3K9 et HP1, là, il s'agit d'une déméthylase d'H3K9 et qu'en absence de cette déméthylase, chez Schizosaccharomyces pombe aussi, on peut transmettre un état même à travers la méiose. Donc, il semblerait que ces activités de déméthylase, d'enlèvement, on va dire, des marques épigénétiques, est très important pour empêcher la transmission aberrante d'informations d'une génération à l'autre. Donc, je vais parler de tout ça la semaine prochaine. Et je vais donc, dans mon cours de la semaine prochaine, je vais parler de la mémoire chromatinienne au cours du développement et donc il peut être transmissible à travers des générations en prenant différents exemples. Et il y a de très jolis exemples maintenant, par exemple chez les plantes, mais aussi chez le ver et chez la drosophile. Et Deborah Bourkis va faire un séminaire où elle va parler du système souris et homme et la transmission d'informations épigénétiques ou pas dans la lignée germinale. Voilà, et je vais terminer et je vous remercie.